Rebonjour, nous allons continuer ce chapitre dédié à l'estimation de la qualité d'une méthode de mesure grâce à une approche proposée par l'industrie automobile nord-américaine, et nous allons aborder la troisième séquence de ce chapitre. Après avoir expliqué la nécessité de disposer d'un plan d'essai d'une certaine taille, après avoir expliqué comment, à partir des valeurs mesurées lors de ce plan d'essai, on pouvait estimer l'écart type de mesure et en valider la valeur, eh bien on va exploiter la valeur de l'écart type de mesure pour calculer trois indicateurs que vous voyez à l'écran: la capabilité de la méthode de mesure, la contribution du processus de mesure et le calcul de l'indicateur qu'on appelle nombre de catégories distinctes. Alors présentons tout d'abord, pour illustrer la capabilité du processus de mesure, ce qu'est un concept de capabilité, ou plutôt en français d'aptitude. Alors sur l'axe horizontal de ce schéma de principe, on voit la valeur mesurée, et naturellement, pour que les pièces arrivent à satisfaire le client qui nous les achète, eh bien, il faut que les valeurs de ces pièces respectent un intervalle de tolérance limité ici bilatéralement, à gauche par TI, la tolérance inférieure, à droite par la tolérance supérieure, la largeur de l'intervalle étant appelée la tolérance spécifiée. Alors naturellement, notre méthode de mesure présente une certaine variabilité, et il faut se demander si la variabilité de notre méthode de mesure nous permet de rester, j'allais dire, sagement à l'intérieur de l'intervalle fixé par le client. Alors la variabilité de la méthode de mesure va être représentée par une fonction de distribution. Ici, on voit apparaître à l'écran une loi normale, dont on sait que dans un intervalle de largeur 6 fois l'écart type, donc ici, puisqu'on s'intéresse au processus de mesure 6 fois l'écart type de mesure, eh bien on observe 99 ou plus de 99% des valeurs. Et donc, pour pouvoir dire qu'une méthode de mesure est satisfaisante, on va comparer la flèche rouge, la tolérance spécifiée, à l'intervalle de dispersion représenté par 6 fois l'écart type de mesure, ou éventuellement par un autre coefficient que 6, mais considérons ici, pour rester pragmatique, la valeur 6. La capabilité de la méthode de mesure ou du processus de mesure va donc être définie par le rapport de deux grandeurs positives, l'intervalle de tolérance, TS moins TI, divisé par l'intervalle de dispersion, 6 fois l'écart type de mesure. Alors, on suppose, dans ce contexte, que l'on peut être centré, ce qui n'est pas le cas de ce jeu de données, qui manifeste visiblement un déréglage, mais on se place dans la situation où on pourra toujours recentrer le processus, et si le processus est centré, eh bien, on va pouvoir calculer la capabilité. Alors on va faire le calcul, ou du moins on va, avant de faire le calcul, présenter des valeurs de capabilité. Imaginons ici que l'on ait un intervalle de tolérance, tolérancé par moins 4 en valeur inférieure et plus 4 en valeur supérieure, et que l'écart type de mesure soit égal à 0,5. Lorsqu'on fait le calcul, au numérateur, on a une distance égale à 8, au dénominateur, on a une distance égale à 6 fois 0,5, donc 3, et donc 8 divisé par 3, ceci nous donne une capabilité de 2,66. On a l'air content. Pourquoi? Parce que si par cas l'écart type de mesure venait à s'accroître, si par cas on n'est pas tout à fait centré sur le centre de l'intervalle de tolérance, eh bien on a l'impression qu'on est loin encore des limites de tolérance. Ce qui ne serait pas forcément le cas avec un écart type de 1, où la capabilité du processus de mesure serait égale à 1,33. On a moins de latitude. Si on a un écart type de 1,5, eh bien là, naturellement, l'étendue de l'intervalle de tolérance est toujours égale à 8. 1,5 fois 6, ça fait 9, donc on a une capabilité plus petite que 1. Ça veut dire que de temps en temps, il y a des valeurs qui vont se situer en dehors de l'intervalle de tolérance, et ce pourrait être pire avec un écart type de mesure de 2. Donc, pour garantir la qualité d'un processus de mesure, on attend que l'écart type de mesure soit suffisamment petit
par rapport à l'intervalle de tolérance que nous autorise le client. Et faisons les calculs ici. Nos limites de tolérance, c'est 5 mm, 60 mm. L'écart type de mesure, on l'a validé à la fin de la séquence précédente. 0,887 mm. Donc tout calcul fait, eh bien, on a une capacité de la méthode de mesure de 10, c'est-à-dire qu'en fait, la distribution est très très étroite au sein de l'intervalle. Attention, c'est la distribution liée à la variabilité du processus de mesure et pas de fabrication des pièces. Alors, on va voir des limites qui sont recommandées. Naturellement, au-delà de 4, d'une capacité du processus de mesure égale à 4, on va accepter la qualité de la méthode de mesure. On verra dans la dernière séquence que d'avoir une valeur proche de 10 permet non pas du luxe mais du confort pour pouvoir interpréter directement la variabilité des valeurs observées dans le tableau comme le reflet quasi fidèle de la dispersion du processus de fabrication. Alors, les limites que je vous propose dans ce tableau, et qui nous disent globalement que jusqu'à une capacité de 4, il vaut mieux éviter d'utiliser le processus de mesure, sauf dans des cas très particuliers, ces limites sont issues d'un livre regroupant tout un tas d'outils pour piloter et gérer des processus industriels, qui a été écrit par Maurice Pillet. Et donc on retiendra de ce tableau, et je crois qu'il ne faut pas s'aventurer dans les lignes, au moins la ligne juste au-dessus, il faut retenir que la capacité d'un processus de mesure doit être au moins égale à 4 pour pouvoir prétendre piloter efficacement un processus de fabrication des pièces. Voilà le premier indicateur. Donc dans notre exemple, pour le moment, tout se passe bien. Le deuxième indicateur va consister à calculer la contribution du processus de mesure. Alors contribution à quoi? Contribution à expliquer ce que l'on voit représenté par la flèche noire, la variabilité totale des résultats. La variabilité totale des résultats va être traduite par un indicateur qu'on appelle une statistique. On rappelle qu'une statistique, c'est une fonction de variable aléatoire qui s'appelle la variance totale. La variance totale, eh bien, vous pouvez la mettre en œuvre de façon immédiate à partir de la fonction var disponible sous Excel. Donc on obtient une variance totale de 10 mm². Et il va falloir se demander quelle est la part du processus de mesure dans l'explication de cette variation totale. Alors c'est ce que nous avions introduit dans la séquence 1, en illustrant et en commentant le principe de décomposition. On va considérer que la variance totale est la somme de deux variances, la variance liée aux pièces et la variance liée à la méthode de mesure. On peut le faire dans la méthode RR parce que l'on dispose d'un même nombre de répétitions par pièce. Quelque part, on retrouve Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, représenté ici par une flèche noire, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. La variance de mesure a été calculée à la séquence précédente. La variance totale, on vient de la calculer avec une fonction sous Excel. On peut donc calculer dans cet exemple, la contribution du processus de mesure à expliquer la variation totale observée des résultats. Tout calcul fait, 7,81%. Alors comment ça s'interprète? C'est ce que j'ai rappelé sur ce graphique, parce qu'il est important de communiquer non pas des formules mathématiques, mais communiquer des explications dans un rapport d'analyse. Bien, sur ce nuage de points, on observe une certaine variabilité liée à la méthode de mesure, c'est ce que j'ai représenté par une flèche bleue dans le sens vertical, c'est quelque part le résumé des étendues. On observe une variabilité totale que j'ai représentée par l'étendue totale, qui est une flèche qui part de la plus petite à la plus grande valeur, c'est quelque part une analogie. Eh bien, la contribution, c'est le rapport des deux. Et on va pouvoir dire que la dispersion du nuage de points que l'on voit à l'écran, sur le nuage de points, est due à hauteur de 7,81% au processus de mesure. Et donc, dans cet exemple, complémentairement, cette variabilité est due à hauteur de 92%, je vous fais grâce des décimales, au processus de fabrication des pièces. N'oublions pas que pour pouvoir
porter un sens efficace à cette interprétation, il faut que les pièces qui ont été mesurées et qui ont donné lieu au calcul soient des pièces conformes. Parce que, imaginons un instant que l'on introduise dans le jeu de données une pièce dont les valeurs seraient en dehors de l'intervalle de tolérance, ce grand écart par rapport aux autres pièces suffirait par augmenter la variance totale et donc à diminuer à tort la contribution de la méthode de mesure. Comment réagir par rapport à la valeur de 7,81%? Alors vous voyez ici un extrait d'un logigramme que l'on vous présente également sous forme de film dans un autre chapitre, et il faut se poser la question, est-ce que la contribution est supérieure à 10%? Si c'est le cas, on va considérer que la méthode de mesure contribue trop à expliquer la variabilité des valeurs observées et qu'il faut donc proposer des actions d'amélioration. Alors ce n'est pas pour autant parce que la contribution est plus petite que 10% qu'il faut systématiquement valider cette valeur de contribution et conclure que la méthode de mesure va pouvoir nous être utile. Il se peut, dans certaines entreprises, dans certains contextes, qu'il y ait des exigences internes qui vous imposent d'avoir des contributions peut-être plus petites que 5%, plus petites qu'une valeur donnée, et il ne faut pas hésiter à se reporter aux us et coutumes d'exigences internes aux entreprises s'il y a lieu. Dernier indicateur, et non des moindres dans l'histoire des indicateurs et dans l'évolution de ces méthodes, c'est le nombre de catégories distinctes qui est repéré par un acronyme qui est NDC, l'indicateur NDC. Alors dans l'indicateur NDC, on va prendre en compte la variabilité liée aux pièces. Alors pour calculer la variabilité liée aux pièces, on va repartir de l'équation fondatrice. À partir de cette équation fondatrice qui nous dit que la variance totale est égale à la variance pièce plus la variance de mesure, on va tout simplement calculer la variance liée aux pièces. Alors ce n'est pas la variance liée aux pièces, c'est une variance qui représente les fluctuations du processus de fabrication des pièces. On obtient cette variance par soustraction de la variance totale dont nous avons eu besoin dans l'indicateur précédent, la contribution, avec la variance de mesure qui est le carré de l'écart type de mesure. Donc ici 9 mm², et naturellement l'écart type lié aux pièces n'est autre que la racine carrée positive de cette variance, soit 3 mm. Et on va comparer quelque part la variance liée aux pièces, représentée par l'écart type lié aux pièces, avec la variance liée à la mesure, qui est représentée par l'écart type de mesure. Et donc on va fabriquer une fonction à partir de ces deux indicateurs. Là voilà, cette fonction. On va faire le rapport de la variance pièce par rapport à la variance de mesure, et on va pondérer ce rapport par un coefficient dont on peut expliquer de façon plus approfondie le sens, qui vaut racine de 2. Alors naturellement, on va trouver un chiffre avec des décimales. Et comme on veut que ce chiffre, et on va illustrer son sens par la suite, représente un nombre de catégories distinctes, bien une méthode de mesure ne peut pas vous permettre de distinguer 4,487 catégories, ou 3,12 catégories. Donc on va arrondir cette valeur, et on va l'arrondir un peu sévèrement en prenant l'arrondi inférieur. C'est pour ça que tout calcul fait, le nombre de catégories distinctes que permet de faire cette méthode de mesure à partir du lot de pièces que l'on a prélevé sur un processus dans une période stable, eh bien, est égal à 4. Alors ça peut être un peu pénalisant de prendre l'arrondi inférieur, parce que tout calcul fait ici, l'indicateur vaut 4,858, et on perd beaucoup. On aurait eu plutôt tendance à dire qu'on avait 5 catégories, et bien non, on va dire qu'on en a 4. Bien. Alors, cet indicateur est assez important. Et là encore, on va essayer d'illustrer son rôle à partir d'un dessin, après naturellement avoir expliqué quelles sont les limites. Eh bien, les recommandations, là encore issues de l'ouvrage de Maurice Pillet sur la gestion des processus de production et l'application de la maîtrise statistique des procédés, eh bien, nous recommandent d'avoir un indicateur NDC supérieur ou égal à 5,
pour pouvoir dire que le processus de mesure est recommandé pour piloter le processus de fabrication. Donc ici, on est un petit peu juste. Alors, j'ai plutôt tendance à dire que si vous avez un processus qui fabrique toujours les mêmes pièces, vous pouvez vous contenter du 4,85 que vous avez observé dans le calcul. Maintenant, lorsqu'on veut faire passer sur un même processus de fabrication des pièces d'un niveau 1 à un niveau 2, c'est-à-dire on ne fabrique pas toujours les mêmes pièces, il est évident que pour bien appréhender les conséquences des déréglages, réréglages du processus, il vaut mieux recommander une valeur de 5 pour l'indicateur NDC. Alors essayons d'illustrer l'indicateur NDC, donc d'illustrer le nombre de catégories distinctes. Donc il faut répondre à la question qu'est-ce qu'une catégorie? Bien, pour ça, on va se livrer au dessin, la représentation graphique d'une autre carte de contrôle qui est la carte de contrôle de la moyenne, qui elle aussi va être délimitée par des limites de contrôle et une ligne centrale. La ligne centrale, ça sera la moyenne des moyennes. On va résumer les valeurs observées pour chaque pièce par leur moyenne. Et comme on dispose d'un certain nombre de pièces, on va faire la moyenne de ces moyennes. C'est le symbole X bar bar. Et on va poser de part et d'autre de cette ligne centrale des limites de contrôle qui sont définies par l'écart type de mesure divisé par racine de n. En effet, le point sur la carte représente une moyenne, et le doute qui affecte une moyenne, c'est le doute commun, l'écart type de mesure divisé par la racine carrée de l'effectif d'échantillon. Ici, on a pris 2 répétitions par pièce. Les facteurs moins 3 et plus 3, multiplicatifs de cet écart type, permettent de définir un intervalle de confiance proche de 99% quand on prend 3, et proche de 95% lorsqu'on prend 2, faisant appel aux hypothèses d'une loi normale, et donc c'est ainsi qu'on va définir des limites de contrôle et des limites de surveillance. Alors, projetons ces limites sur le dessin, puisque nous connaissons l'écart type de mesure, donc voilà ce que l'on obtient. Sur l'axe horizontal, on voit nos 20 pièces. Sur l'axe vertical, on a remplacé les 2 points qui matérialisaient les 2 valeurs mesurées par leur moyenne. Ce sont les points bleus. On a positionné la moyenne générale des moyennes, c'est le trait vert, et de part et d'autre de cette moyenne, on a posé des limites de contrôle, dont ici, pour les limites de contrôle supérieures et inférieures, on rappelle les valeurs 20 mm et 24 mm. Alors, déjà, première remarque, on a tellement pris pour réflexe de réagir lorsqu'on voit des points en dehors des limites de contrôle qu'on peut être inquiet en voyant des points rouges en dehors de ces limites de contrôle. N'oublions pas que toutes les pièces sont conformes aux spécifications, donc appartiennent à l'intervalle de tolérance. Et heureusement, dans ce cas, que l'on voit des pièces en dehors des limites de contrôle. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'ensemble défini par les limites de contrôle? Eh bien, l'ensemble défini par les limites de contrôle, c'est ce qu'on va appeler une catégorie. Pourquoi? Parce que dans la bande définie par la moyenne moins 3 écarts types et la moyenne plus 3 écarts types, eh bien, on peut assimiler toutes les valeurs à une constante, compte tenu de la valeur de l'écart type. Et donc cette bande qui était limitée sur le transparent précédent par les limites de contrôle, on va pouvoir la dupliquer et la coller sur le nuage des moyennes de façon à vérifier que la distribution du nuage des moyennes peut être, grâce à la valeur de l'écart type de mesure que nous avons validé lors de la séquence 2, peut être segmentée en 4 catégories distinctes. Une catégorie sera d'autant plus étroite, naturellement, que l'écart type de mesure en particulier sera faible. Donc travailler avec un écart type de mesure faible permet de détecter que l'on vient de changer de catégorie, même si on fabrique des pièces conformes. Le client nous a autorisé un intervalle de tolérance qui va de 5 à 60 mm, et donc on pourra mieux appréhender les réglages, les modifications de réglage lorsqu'on pilote le processus de fabrication. Donc voilà ici
l'illustration de l'indicateur nombre de catégories distinctes. Bien évidemment, c'est un graphique qui a une vertu pédagogique. Ce graphique n'apparaît pas dans la méthode en tant que telle. Le seul graphique qui permet de trancher, c'est la carte de contrôle de l'étendue. Mais imposez-vous de le faire de façon à rendre plus explicite la valeur de cet indicateur. Alors, nous avons atteint la fin de la troisième séquence et on va naturellement poser des questions très générales. Que traduit la capacité du processus de mesure? Comment peut-on illustrer la notion de contribution du processus de mesure? Que pensez-vous d'une contribution d'un processus de mesure égale à 12,1%? Que signifie l'acronyme NDC? Et quelle figure pourriez-vous proposer pour donner du sens à l'indicateur NDC? Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous retrouve tout de suite pour la dernière séquence de ce chapitre.